J'étais sur un lotissement de 8 lots et au moment de financer, on parlait d'un taux à 5%, il passe à 10%. Il me dit, mais vous n'avez pas le choix, il faut réitérer dans 3 semaines, vous allez faire comment pour financer? Là, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, c'est quel mot que vous ne comprenez pas dans la phrase « je suis millionnaire ». Pour des projets long terme, on a emprunté 1,3 million, sans difficulté. Tu achètes en gros, tu as un prix gros et tu revends au détail. C'est une opération de lotissement de 7 lots. Bon là, on a 3 lots à la suite qui ont été vendus à des particuliers qui ont fait leur maison. Et sur cette opération, on doit être à 30% de marge, donc ça fait 150 000 euros. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Anthony, c'est quelqu'un qui, après avoir été plus de 10 ans chef d'entreprise, décide de tout plaquer pour investir dans une niche très peu connue mais très rentable, qui est la division foncière. Aujourd'hui, Anthony est connu car il a plusieurs podcasts dont Une vie de liberté ou encore les Gentlemen investisseurs et il possède un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros. Dans cette vidéo, Anthony va vous expliquer comment faire de la division foncière, c'est-à-dire comment acheter un terrain, le découper en plusieurs petites parcelles et ensuite le revendre à l'unité. Il va vraiment vous détailler toutes les étapes de son business qui est très rentable et patrimonial. Anthony Poncet, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Je suis né en 1981, tu vois, dans une famille d'entrepreneurs. Mon père était entrepreneur de travaux publics. Mon grand-père était lui aussi entrepreneur de travaux publics. J'étais voué à mener cette voie royale, mais ça me disait trop rien. Donc j'ai fait des études d'ingénieur dans le génie physique, tu vois. Donc j'ai appris à faire décoller des fusées quand j'étais ingénieur, mais ça m'a pas servi à grand-chose. J'ai fait un premier job quand je suis sorti. Je voulais faire mes armes par moi-même. Je suis allé travailler dans l'isolation et ça a duré 7 mois. Ça me gonflait et un jour, à un repas de famille, mon père me dit qu'il cherchait quelqu'un pour reprendre une entreprise de travaux publics. Il y a une entreprise qui se vendait sur Lyon et au repas de famille, j'ai dit bah vas-y, je veux le faire. J'ai toujours fait des travaux publics, c'était mes jobs d'été, les vacances, je connaissais ça. Tout s'est fait assez rapidement et en 4 mois on s'est mis d'accord, on lui a racheté sa société. Au bout de 6 mois, j'ai claqué madame et à 25 ans, j'ai pris la direction de cette entreprise de travaux publics en région lyonnaise. J'étais pas prêt du tout à ce qui m'attendait. Ça a été une grosse claque dans la gueule, vraiment incroyable parce que tu te retrouves à manager des gens qui ont souvent 10 ou 15 ans de plus que toi, donc avec du caractère, tu vois. On travaillait énormément, j'étais présent au bureau à 6h du mat, tu vois, jusqu'à 20h le soir. J'ai appris à chiffrer des dossiers, j'ai appris à gérer du personnel, j'ai appris à gérer une entreprise, acheter du matériel, gérer ses amortissements, renouveler. Je comptais un peu sur mon père pour m'aider, mais comme on avait déjà une entreprise de travaux publics dans la Loire et qui s'en occupait, j'ai appris un peu le truc à la dure. Donc j'ai appris toutes ces compétences-là de gestion. C'était à la fois passionnant et en même temps, c'est un truc qui prend toute ta vie, quoi. 14 heures par jour. Il y a un vrai métier à l'ancienne où, voilà, le matin, si t'es pas là à 7h du matin pour faire partir tout le monde sur les chantiers, il n'y a personne qui le fait. En fait, j'ai l'impression de ce que tu nous dis que tu t'es enfermé dans ce rôle de chef d'entreprise et que ça a eu l'effet inverse que celui que tu recherchais, à savoir une privation de liberté. Tu te sentais comment à ce moment-là? C'est des métiers où il y a beaucoup de travail et parfois des faibles marges. Et dans les travaux publics, c'est un peu le cas, qui fait que tu es toujours en train de courir à droite, à gauche. C'est un problème que je pense rencontre beaucoup d'artisans. Tu vois, je parle beaucoup avec des plaquistes, des électriciens qui ont ce genre de boulot-là où au final, tu te crées ton propre job, tu n'as plus de patron, mais tu es un peu enfermé dans ton entreprise quelque part. Et tu as du mal à te sortir la tête du guidon, à prendre du recul. Et j'avais l'impression de sauver le monde, moi. J'avais mes salariés, on prenait des chantiers. Et un matin, je me rappelle, c'était pendant le déménagement de ma sœur, je me suis levé et tu vois, je me suis mis à chialer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai envie de pleurer? Et je ne comprenais pas. Et quand le lundi, ça a duré, je me suis dit, il faut quand même que je prenne rendez-vous chez mon toubib. Donc je suis allé le voir, expliquer que je faisais un burn-out. Et donc il m'a dit, il faut commencer à mettre le haut là. Et il m'a suggéré de prendre d'abord mes mercredis après-midi pour les passer avec mes enfants, que je voyais jamais. Hein. Je bossais tout le temps. Les week-ends, je les voyais, et je me remettais pas en question. Et en fait, c'est en prenant ces mercredis au début, je me suis rendu compte que c'était merveilleux ce que je vivais avec mes enfants et que en fait, j'étais en train de m'égarer, quoi. Mais il m'a fallu vraiment encore 4 ans de plus pour vraiment arriver à changer de vie. En parallèle de ça, j'ai toujours été investisseur. Donc moi, je le faisais pour préparer ma retraite. Donc j'avais fait des premiers investissements, j'avais acheté un premier immeuble, j'en avais fait construire un deuxième, construire des maisons en parallèle. Puis j'ai pris goût à ces mercredis après-midi. Je me suis dit, comment je peux mettre plus de ça dans ma vie, en fait? Avoir plus de temps où je suis en train de profiter que de temps où je suis en train de me manger la vie au travail. Et puis j'ai découvert petit à petit le monde de l'indépendance financière et je me suis rendu compte de ce que j'avais déjà fait, en fait, avec mes investissements. Et je me suis dit, mais en fait, je crois que je pourrais en profiter avant la retraite. Si je fais encore quelques ajustements, je devrais pouvoir y arriver. Je gagnais quand même relativement bien ma vie. Je mettais beaucoup d'argent de côté et là, j'ai commencé vraiment à investir.
Et c'est comme ça que j'ai pu créer mon indépendance financière. Alors moi, je ne peux pas vendre l'indépendance financière en 6 mois parce que j'ai mis 12 ans. Et finalement, j'ai quitté mon ancienne entreprise en 2018, fin 2018. Et comment tu l'as quitté? Parce que tu l'as possédée, cette entreprise? Ouais, j'avais à l'époque 20% des parts, on était 5 associés. D'accord, et du coup, ce que tu as décidé, c'est de revendre tes parts à tes associés, je suppose. Absolument, ouais. Ça a été justement très compliqué parce que quand tu travailles en famille, c'est pas seulement je quitte la porte et je m'en vais. Vraiment mon indépendance financière au sens propre du terme, c'est-à-dire que mes revenus passifs, on va dire, remplacent mes revenus du travail. En 2016, j'y étais arrivé. Et il m'a fallu 2 ans de plus pour organiser mon départ et que j'arrive à partir le plus proprement possible en fait. Tu conseillerais aujourd'hui, si tu devais retourner en arrière, de travailler avec sa famille? Je vais te dire bien sûr, puisqu'aujourd'hui, AB Investissement, mon entreprise, je l'ai créée avec mon cousin. Ce qui est génial, c'est que quand tu bosses en famille, tu as les mêmes valeurs que la personne. Tu sais que voilà, s'il y en a un qui tombe, l'autre va porter le truc pendant un moment et ainsi de suite. Après, ça a des défauts aussi. Voilà, quand tu es en repas de famille, tu vas parler que de boulot. Et ça peut bouffer les relations. Oui, je le conseillerais, mais il faut que ce soit un vrai choix qui vienne du cœur et à la fois de la raison. Quand tu t'associes avec quelqu'un, c'est plus qu'un mariage. Il faut vraiment savoir si tu es prêt à parler de tout, si tu es prêt à parler de la rupture et de qu'est-ce qui va se passer si un jour on s'entend plus. Tu es prêt à parler de tout et que tu as la même vision de l'argent. Surtout ça, c'est important. Donc tu revends tes parts et après, qu'est-ce qui se passe? J'étais tellement fatigué en fait par cette expérience que dans mon esprit, je voulais juste profiter de la vie en fait. Ça n'a pas duré longtemps. Mon associé Ben, j'avais promis qu'on monterait une entreprise ensemble. J'ai lâché mon ancien taf fin décembre 2018 et on crée l'entreprise le 2 février 2019. Donc mes résolutions ont duré 1 mois et l'appel de l'entrepreneuriat a été beaucoup plus fort. Donc on a créé cette entreprise-là et on a commencé à la développer donc dans l'aménagement foncier, dans la division de terrain. Toi, tu as commencé à faire tes premiers investissements quand et pourquoi? Donc mon tout premier invest, même avant ma résidence principale, ça a été un immeuble de rapport de 9 appartements et je l'ai acheté en 2008. Je venais de prendre l'entreprise, ça faisait 1 an et tout de suite je me suis dit il faut que je prépare ma retraite parce que j'étais convaincu qu'on n'en aurait pas, même déjà à cette époque-là, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui a été un véritable fiasco où j'ai fait toutes les conneries qu'on peut faire, mais j'ai énormément appris. Et derrière, après, j'ai continué, j'en ai fait construire un deuxième, quelques années après, un immeuble de 8 appartements. J'ai fait des maisons, j'ai continué d'investir, j'ai acheté plusieurs appartements, et ça a été une vraie passion. Les premiers investissements que tu as fait en immobilier, est-ce qu'ils étaient rentables? Pas du tout. Pas du tout? On peut en parler, à cette époque-là, je gagnais entre 6 et 8 000 euros par mois, et moi, je viens de famille paysanne, agricultrice, et donc on ne dépense pas dans n'importe quoi. Donc je vivais avec peut-être 1 800 euros par mois, et j'investissais tout le reste. Moi, je voulais rembourser le plus vite possible mes crédits. Des fois, j'avais des mensualités qui étaient bien plus élevées que les loyers. Mais je me disais, c'est pas grave, je rembourse vite. Et chaque mois, j'avais au moins 2 000 euros de mon salaire qui partaient pour combler les écarts entre les crédits et les loyers. Le désavantage, c'est que j'ai passé des années où j'avais jamais 100 balles devant moi, mais par contre, j'ai remboursé vite. Et en fait, quand j'ai voulu quitter la rat race, j'avais des crédits où j'avais pris sur 15 ans, j'avais déjà remboursé 7 ans. En réarbitrant le crédit sur certains, je les ai réarbitrés sur 20 ans, d'autres, j'ai simplement fini de rembourser rapidement. Je me suis retrouvé avec tout de suite quasiment 4 000 euros de cash flow en 2016 quand j'ai voulu arrêter. Moi, je regrette pas d'avoir énormément investi à cette époque-là. C'est une habitude que j'ai toujours gardée. Aujourd'hui, j'ai réinvesti quasiment 90% de mes revenus. Mais aujourd'hui, quels sont tes accomplissements dont tu es le plus fier? Puis aujourd'hui, je peux le dire, je suis quand même fier du parcours qu'on a eu depuis 3 ans. On a créé beaucoup de choses, à commencer par notre entreprise d'aménagement foncier, AB Investissement. Quand j'étais dans les travaux publics, dans mon ancien job, à l'époque, je faisais exclusivement de la viabilisation de terrain. Donc, je travaillais pour des aménageurs lotisseurs, pour des promoteurs, et je leur faisais leur viabilisation. Et c'est des gars qui me faisaient rêver parce que, tu vois, moi, j'avais 35 salariés, je me levais à 5 h du matin, j'en pouvais plus. Et eux, ils arrivaient, petit Range Rover, dernier modèle, pas de secrétaire, rien du tout. Et en fait, c'était le but, c'était quand on a quitté notre job, c'était de faire ce qu'ils faisaient. Moi, j'avais vu l'autre côté de la barrière pendant 12 ans. Maintenant, je voulais passer du côté lotisseur. Et tu vois, en quelques mois, on a trouvé nos premières opérations. On avait quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires de réserve tout de suite et presque 400 000 euros de marge engagée en 6 mois, je te dirais. Ça a vraiment marché du tonnerre. On a eu des agents immobiliers qui nous ont suivis tout de suite. On a fait financer nos premières opérations par la banque. Au bout de 6 mois, elle nous a dit, les gars, on va déjà faire ces 3. Mais là, pour l'instant, je ferme le robinet. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche d'autres banques? Est-ce qu'on avance? En même temps, on faisait construire chacun nos résidences principales avec mon associé. On s'est dit, on va faire une petite pause, on va déjà faire ces chantiers, on a lancé les choses, puis on verra. Sauf que moi, je ne sais pas rester à rien faire. Et donc, cette pause-là, je l'ai bien vécue pendant 15 jours. Je me suis dit, voilà, j'ai une pause forcée de 6 mois, le temps qu'on fasse nos opérations, qu'on vende nos terrains. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter un podcast. Donc, j'ai commandé un premier micro sur Amazon à 60 €.
Et je me suis lancé et j'ai développé mon premier podcast qui s'appelle Une vie de liberté, qui est mon bébé. Ça fait, tu vois, il fête ses 3 ans, il a fêté ses 3 ans au mois d'octobre. Une vie de liberté fait à peu près 60 000 écoutes par mois. Ça commence à être un petit succès d'estime, je pense qu'on peut parler de ça. Mais c'est une audience qui est très fidèle, qui est construite vraiment sur le long terme et que j'ai développé, que j'ai basculé aussi dans un deuxième podcast qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs. C'est plus sur la partie vraiment investissement pur et dur, un vrai retour de terrain d'investisseurs qui sont vraiment sur le terrain, qui exploitent des LCD, qui font de la division foncière, du marchand de biens, du locatif. Et Une vie de liberté, c'est plus un côté dev perso. Moi, je suis passé par là, j'ai galéré et maintenant que j'y suis arrivé, tu vois, je tends la main pour aider les autres à monter. C'est vraiment mon idée. J'ai envie de rendre un peu de ce que l'univers m'a envoyé, tu vois. Est-ce que tu pourrais essayer de nous chiffrer un peu aujourd'hui combien ça représente en termes de patrimoine? Je peux te dire que ça fait plusieurs millions d'euros. Voilà. Je te donne pas le montant exact parce qu'il y a du patrimoine financier, il y a du patrimoine immobilier, il y a du patrimoine qui est en entreprise. Maintenant, on va parler de ton métier, ce que tu fais aujourd'hui avec ta société AB Invest. Aujourd'hui, tu fais de la division foncière. La division foncière, c'est quoi? C'est l'art de diviser des terrains. Donc tu peux le faire de plein de façons différentes. Tu peux viser un premier bien qui est une maison avec un grand terrain. Tu vas découper en deux, tu vas vendre la maison d'un côté, amputer de son terrain, puis de l'autre un terrain à bâtir pour des gens. Ça, c'est le premier step. Et après, le step le plus élevé, c'est de faire vraiment du vrai lotissement. Tu achètes un grand terrain et là tu vas créer une voirie avec des réseaux, avec de l'eau usée, de l'eau potable, des égouts, tu vas créer du réseau télécom, du réseau électrique, de la basse tension et vraiment créer un cadre de vie, un espace de vie pour des gens. Et tu vas découper puis vendre des terrains à bâtir à l'unité. Et donc tu construis les maisons? Moi je ne construis pas les maisons à la vente, je vends vraiment du terrain à bâtir où les gens, tu vois, ils peuvent réaliser leur rêve, leur maison, partir de zéro et puis bâtir la maison qui leur fait envie. Après, aujourd'hui, on a plusieurs sociétés. On a une société patrimoniale et chaque fois que je fais un lotissement, on s'achète un de nos propres terrains. Tu vois, on est nos premiers clients de ce qu'on produit et on fait construire soit une maison, soit un petit immeuble. Et le reste des terrains, on les vend à des particuliers. Tu achètes en gros, tu as un prix de gros et tu revends au détail. Et du coup, toi, ça te permet de te faire quelle rentabilité sur ces investissements? Là-dessus, c'est vraiment de l'achat-revente. Donc, sur des opérations de division de maison, tu as une rentabilité qui est souvent un peu moins élevée. Tu es autour de 15 à 20%, on va dire. Et sur des opérations de lotissement, tu es autour de 30% et parfois un peu plus. Pour donner une échelle de temps, combien de temps va durer ces étapes? Un plan qui se déroule sans accroc, ça peut se dérouler en 1 an. Mettons que tu aies trouvé ton affaire, tu signes ton compromis le 1er janvier. Ensuite, tu vas te mettre au travail pour déposer ton permis d'aménager. Donc là, il va te falloir quand même 1 mois pour t'organiser avec ton géomètre. Et tu vas le déposer. Ensuite, il y a 3 mois d'instruction sur ce dossier. Donc là, on arrive déjà au mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, tu as 3 mois de recours. Donc avril, mai, juin, juillet. Donc au 1er juillet, tu as toutes tes autorisations, elles sont purgées de tout recours. Là, tu vas démarrer tes travaux. Tu as 1 mois de travaux, tu vas le faire pendant le mois d'août. Du moment où tes travaux sont finis, les gens ont le droit de déposer leur permis. Donc là, ils vont déposer leur permis fin août. Et pour leur maison, ils ont 2 mois d'instruction. Donc ça ferait août, septembre, octobre. Au mois d'octobre, ils ont eu le permis, il est obtenu. Ils peuvent attendre la purge du délai administratif, encore 3 mois. Mais généralement, comme tu es sur un lotissement qui a déjà fait l'objet d'un permis d'aménager et d'une purge, tu n'as souvent pas besoin de repurger les permis des maisons. Donc ça veut dire que tu pourras passer tes ventes peut-être au mois d'octobre ou novembre, au pire au mois de décembre. En fait, l'emprunt que tu vas faire à la banque, c'est juste pour ton besoin en fonds de roulement de l'année où tu vas faire tous les travaux. Et une fois que tu as tout revendu, en fait, tu peux le payer ton prêt. Exactement, c'est l'idée si tu veux. Là, sur l'exemple que j'ai donné du 1er janvier au 30 décembre, tu vas acheter ton terrain vraiment au mois de juillet. Donc c'est là où tu vas avoir besoin de ton crédit. Et tu vas passer tes ventes au mois de décembre. Donc tu vas avoir besoin d'une ligne de crédit pendant 6 mois entre juillet et décembre. Le temps que tu aies passé tes ventes. Pour acheter ton terrain, payer tes travaux et avoir tes ventes pour rembourser ça, puis après encaisser ta marge. Tu ne payes pas de capital, mais tu payes des intérêts. Ça s'appelle une ligne de crédit marchand de biens, mais c'est comme une sorte de prêt in fine. Mais elle est établie pour 2 ans et tu la rembourses au coup par coup et ça vient diminuer ta ligne de crédit. Est-ce que tu aurais un exemple, peut-être chiffré, à nous donner? Même l'exemple qu'on visitera tout à l'heure, en fait. Sur cette opération, on a vendu 7 terrains, donc on est en campagne. C'est des terrains qui se sont vendus 70 000 € en moyenne. On est autour de 500 000 € de chiffre d'affaires. Et sur cette opération, si je ne dis pas de bêtises, on doit être à 30% de marge, donc ça fait 150 000 €.
La particularité avec la division foncière, c'est que tu passes énormément de temps à chercher des terrains, à visiter, à passer du temps avec des agents IMO, et pour rien. La plupart du temps, 9 fois sur 10, tu visites pour rien. Par contre, du moment que tu as trouvé la bonne OP, aujourd'hui, moi j'ai une équipe qui est au top, donc c'est des opérations qui vont assez vite en temps où tu passes, et à la fois, c'est des opérations qui s'étalent sur un long terme. Quand tu vas développer ton opération au départ, il faut que tu passes peut-être quelques jours à travailler sur la découpe de tes terrains et tout. Ensuite, tu donnes le bébé au géomètre. Et là, le permis est en instruction. Donc, tu vas attendre 3 mois qu'il soit validé. D'ailleurs, tu as 3 mois de recours. Il y a quasiment 6 mois où tu fais rien. Ensuite, tu vas avoir la phase où tu vas pouvoir faire tes travaux. Tu vas acheter, tu vas faire tes travaux. Là, pendant 1 mois, peut-être, les travaux sont en train de se faire. Donc, il faut que tu sois présent tous les 2-3 jours, même si tu as un maître d'œuvre. Mais pour vérifier que tout se passe bien, une fois que les travaux sont faits, tu vas passer tes ventes. Et là, tu as encore un temps mort. Et ainsi de suite. Et c'est des opérations qui sont faites en 2 phases. Tu fais une première phase où tu fais vraiment toutes les voiries, tous les réseaux, et tu vas laisser la route avec des graviers en cailloux, où elle est circulable, mais pour pouvoir construire les maisons, sans abîmer toutes les couches de structure, enfin toutes les couches de surface qui sont neuves. Et une fois que toutes les maisons, tous les lots sont vendus, que toutes les maisons sont construites, là tu reviens 1 semaine ou 2 pour vraiment finir ta voirie, faire tes bordures, faire tes enrobés bien propres. C'est des opérations qui durent entre 12 et 18 mois. Maintenant, en travail, je veux dire peut-être effectif, on est quoi? Sur un lotissement comme ça, tu as forcément plus de boulot. Si tu devais cumuler toutes tes journées, ça ferait 1 mois et demi à peu près peut-être. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment étape par étape comment ça fonctionne, la division foncière, comment ça rapporte et quelles sont les différentes étapes pour pouvoir réaliser ce genre d'affaires? La première étape, c'est déjà de trouver un bien à diviser. Et ça, c'est peut-être la plus difficile et surtout la plus incertaine. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent à ce stade-là. C'est que si tu veux trouver, il faut que tu cherches. Il faut que tu passes beaucoup de temps à chercher. Ça te permettra de rencontrer des agents IMO et c'est eux le vrai allié dans la division foncière. Parce qu'il a un double intérêt. Il va te vendre le bien une première fois. Toi, tu vas diviser et tu vas lui redonner à la vente. Donc, si tu achètes une maison avec un grand terrain, il prend une première com quand il te le vend. Et derrière, tu vas couper en 2 et tu vas lui redonner la maison, la même maison qu'il connaît en plus, où il a déjà des clients peut-être, qui n'ont pas pu se l'acheter parce qu'elle était trop chère. Mais comme tu la remets à la vente sans le terrain, tu vas la vendre moins cher. Donc lui, le boulot est déjà quasiment fait. Et ils adorent les marchands de biens pour ça. Donc la première étape, c'est de trouver un bien, une maison à diviser. Justement, pour cette première étape, il s'agit de trouver un bien. Comment est-ce que tu fais pour trouver un bien qui soit à la fois rentable pour toi et pour réussir à l'acheter et passer devant de potentiels concurrents? C'est la partie la plus difficile, hein. C'est celle où il ne faut pas se décourager. Moi, je dis toujours que c'est un jeu de nombres. Il faut que tu passes du temps. C'est-à-dire que si tu prends le bon coin, tu vas peut-être regarder 1000 annonces pour faire 100 visites, pour avoir potentiellement 10 biens qui soient divisibles et finalement en négocier un. Dans l'idée, c'est vraiment ça. Après, ça ne fera pas tout. Aujourd'hui, ce n'est pas évident de trouver des biens là-dessus et souvent, ils se vendent avant, en off-market, ils se vendent avant d'arriver sur le bon coin. Donc là, l'idée, c'est déjà d'être fidèle. Donc quand un agent IMO vous fait faire une affaire, vous divisez, c'est de lui refiler les lots à la vente. Et bon, quand vous n'avez jamais fait d'opération, c'est difficile de filer quelque chose. Et pourtant, c'est ce raisonnement-là qu'il faut avoir. Moi, il y a eu 2 agents IMO avec qui j'avais vraiment envie de bosser. Et je savais qu'elles bossaient déjà avec d'autres marchands et qu'elles avaient déjà, on va dire, leur réseau à elles, en tout cas pour la revente. C'est un peu le donner pour recevoir. C'est-à-dire que j'avais un lotissement qui était en cours où je vendais moi-même les parcelles parce que c'était très facile. Et il y a 2 parcelles, je les ai données à cet agent IMO pour lui donner le change en fait, lui dire voilà, j'attends pas que tu me donnes quelque chose, moi je te donne déjà quelque chose. Voilà. Mais dans l'idée, c'est toujours quand tu veux aborder quelqu'un dans le business, c'est pas de te dire qu'est-ce que cette personne va m'apporter, c'est de dire qu'est-ce que moi je peux lui apporter. Quand tu vas voir ton banquier pour demander un crédit, tu vas pas faire l'aumône, tu vas l'offrir l'opportunité de financer ton excellent projet, tu vois. C'est toujours d'avoir cette démarche-là dans la tête. Si on se met dans la peau de quelqu'un qui a du capital, mais qui n'a pas encore de réseau là-dedans, comment est-ce qu'il fait pour étendre son réseau d'agents immobiliers? Il faut visiter. Il faut passer du temps sur le terrain. Le temps passé en visite, c'est jamais du temps de perdu. Même quitte à visiter des biens où elle sait que ce sera peut-être pas rentable, où elle sait que la négo est trop haute, passer du temps à visiter, rencontrer des agents IMO et se présenter, distribuer des cartes, parler de ce qu'on fait, mettre en avant son expérience d'investisseur. Si tu as fait 2-3 achats-reventes de résidence principale où tu as fait de la plus-value, pas du marchand de biens au sens propre du terme, mais quelque part, tu as vendu des biens IMO, tu as encaissé de la plus-value, faut le mettre en avant. Tu peux dire j'ai déjà fait plusieurs opérations qui m'ont rapporté de l'argent,
j'ai revendu une maison à telle adresse, j'ai revendu ci, j'ai revendu ça. Pas besoin d'expliquer que c'était tes résidences principales et que c'était en perso. Travailler ton storytelling et ton expérience d'investisseur. Si toi tu es convaincu, tu seras convaincant, tu seras éloquent, les agents immo vont vouloir travailler avec toi. Et puis pas hésiter à aller manger avec eux, tu vois. Tu vas visiter à 11h30, tu dis vous faites quoi? Tu vas te prendre des portes, hein. Le mec va te dire j'ai du travail, j'ai des visites. Peut-être qu'une fois de temps en temps, il te dira en fait j'ai rien, tu lui payes à bouffer, tu discutes. C'est du commerce, hein. C'est des relations d'hommes et de femmes, c'est de créer du lien avec les gens. Les gens sont toujours contents de parler d'eux. Donc posez des questions, quoi. N'en dites pas trop et posez des questions, intéressez-vous aux gens. Une fois que tu as trouvé un bien, la deuxième étape, c'est de vérifier que tu as le droit de diviser. Parce que c'est pas parce que tu as trouvé une maison avec un grand terrain que tu as le droit de couper et de faire une maison dans le jardin. Pour ça, il faut aller voir dans les documents d'urbanisme, c'est dans le PLU, dans le plan local d'urbanisme, c'est un plan de zonage, c'est une carte de la commune où tu vois si le terrain est constructible ou pas. Si tu vois que tu as tiré le gros lot et que tu es dans une zone constructible, tu vas voir le règlement qui est associé à cette carte où ça te dit point par point ce que tu as le droit de faire. Si tu dois mettre la maison en limite, si tu dois la mettre à 5 mètres, si tu dois être à 3,50 m à l'égout, si tu as le droit de construire jusqu'à 7 mètres, ça te dit exactement ce que tu as le droit de faire, la largeur des accès et tout ça. Donc là, il y a une grosse étape technique, on peut se faire aider d'un géomètre. Après, c'est comme tout, hein, c'est en pratiquant, c'est en passant beaucoup de temps à lire des plans locaux d'urbanisme, à lire du règlement, que tu vois des choses qui reviennent à chaque fois. Les premières fois, c'est difficile et puis après, c'est de plus en plus facile. Donc une fois que tu t'es assuré que le terrain était divisible, que tu allais pouvoir faire le dossier que tu veux, le projet que tu veux, c'est de mettre rapidement les gens sous compromis. Tu vas mettre des conditions suspensives dedans, donc déjà d'obtention de tes déclarations administratives, parce que pour une opération comme l'exemple qu'on a pris, une maison à diviser en deux, il faut obtenir une déclaration préalable de division, un accord sur cette déclaration préalable, une DP. Donc tu vas poser ça en mairie. Pour moi aujourd'hui c'est le géomètre qui s'en occupe. Et dans tes conditions suspensives de ton dossier chez le notaire, tu vas marquer obtention d'une déclaration préalable de division purgée de tout recours. Il ne faut pas que tu te retrouves à acheter une maison dont tu ne peux rien faire et que tu n'as pas envie d'habiter et que tu ne pourras pas valoriser. Tu vas mettre une condition suspensive de crédit. Le game du marchand de biens, c'est de ne plus la mettre au bout d'un moment parce que voilà, tu n'es pas seul sur les affaires et c'est celui qui va montrer le plus les biceps qui va souvent remporter l'affaire. Et quand tu signes sans condition de crédit, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, 3-4 mois après, si tu as obtenu ta division, si on ne te finance pas, il faudra que tu fasses un achat cash. Sinon, c'est la clause pénale, c'est 10%. Et ça fait mal. Il ne faut pas oublier que marchand de biens, c'est un métier, tu es commerçant. Donc tu vas vendre des biens. Est-ce que si j'ai fait une belle maison sur ce terrain, est-ce que ma maison, je ne l'ai pas trop dévalorisée puisqu'elle va avoir une maison là où il y avait un jardin. Si la réponse c'est non, parce que tu vas mettre un immeuble devant et que la maison elle sera invendable, il faut peut-être que tu revoies ton projet. Donc l'idée c'est vraiment ça. Et mettre une valeur dessus. Je vais découper en deux, qu'est-ce que vaut ma maison? Qu'est-ce que vaut mon terrain? Et après, combien je veux gagner? Sachant que le minimum pour ces opérations, pour être finançable par une banque, c'est 15%. Mais s'il y a un retournement de marché, il faut aussi que tu puisses l'assumer et surtout ne pas perdre d'argent, quoi. Parce que c'est ça qu'on veut. Comme Warren Buffett, on ne veut pas perdre d'argent. Donc dans l'idée, moi j'aime bien viser au minimum 20% de marge. Comme ça, je sais que s'il y a un problème, à la fin, on gagne toujours de l'argent. Donc tu calcules ta marge. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est l'achat? Et donc une fois que tu es sous compromis, que tu as fait tes prix de revente, que tu as obtenu ton autorisation administrative de diviser, là tu as 3 mois de recours. Tu as 2 mois de recours des tiers et tu as en parallèle 3 mois de recours administratif. Et donc dans ce temps-là, il va falloir que tu revendes ton terrain et ta maison. Tu redonnes la commercialisation à l'agent IMO qui t'a rencardé sur le bien et là lui il va démarrer ses visites. Et dans l'idée, c'est que tu signes rapidement une promesse de vente pour ton terrain et pour ta maison dans ce laps de temps-là. Et une fois que tu as tes promesses signées, tu vas aller voir ton banquier et tu vas lui montrer ta belle opération, bien ficelée, avec ton compromis d'achat, tu as tes 2 promesses de vente, ou au moins 40% du chiffre d'affaires en promesse de vente, et qui a minimum 15% de marge. En général, le banquier te dit oui, et il finance. Tu as une promesse de vente avant d'avoir acheté le bien. Et bien en fait, comme le bien ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de signer un compromis vu qu'il n'est pas à toi. Donc tu fais une promesse de vente, et dans la promesse de vente, tu promets à la personne de lui vendre le terrain si toi tu l'achètes bien avant. Mais en général, ça se passe assez rapidement ces opérations. Ça va quand même assez vite parce qu'au moment où la personne signe la promesse de vente, toi normalement tu achètes souvent 1 à 2 mois après. Donc il l'a assez rapidement. Alors la personne qui veut la maison pourra l'acheter tout de suite. La personne qui veut le terrain, souvent lui va te mettre une condition de permis dessus. Il va te demander d'avoir son permis de construire, au moins obtenu. Souvent tu arrives à vendre la maison assez rapidement et la vente du terrain tu la fais souvent 3-4 mois après. Tu portes le terrain un peu plus longtemps.
Donc du coup l'achat. Et puis bah voilà, une fois que donc, tu as la promesse. Si tu montes ton dossier bancaire avec le banquier, c'est des banquiers de pôle promotion, souvent, tu vois, qui s'occupent vraiment de promoteurs, de marchands de biens. Nous, je peux le dire, parce qu'on a un super partenaire, c'est la Caisse d'épargne qui nous suit sur nos projets. Ça se passe vraiment très très bien. Les dossiers sont montés très très rapidement. C'est de l'ordre de 3 semaines à 1 mois. Donc tu as tout plein de pièces à fournir. Ton compromis, ton cabis, tes assurances RC Pro, décennales. Et une fois que tu as fourni tout ça, la commission elle se réunit toutes les semaines. Elle décide s'ils y vont ou ils y vont pas sur ton dossier. Si tu as ton compromis d'achat et tes deux promesses de vente, pour eux c'est du pain béni, l'affaire va se faire vite. Tu t'es déjà fait refuser des prêts? Je dirais pas le nom de la banque, mais ça s'est pas très très bien passé, voire ça s'est pas bien passé du tout. Et en plus, c'est un banquier qui j'avais offert mon livre, Riche de liberté, mon livre sur la division foncière. C'était sur un lotissement de 8 lots, et au moment de financer, on avait nos 8 promesses de vente. Tout était vendu, le dossier était financé intégralement. Pareil, je dirais pas OS Terrain, mais une marge de 50% sur cette opération. Wow. Elle était colossale. C'était super projet, incroyable. J'étais tout content. Et il m'avait promis des conditions financières en or pour ce dossier, meilleures que celles que j'avais ailleurs. Et au moment de financer, il m'a multiplié tous les taux par 2. Donc on devait être à 5%, on passait à 10%, plus des frais de dossier qui de 2 000 € passaient à 4 000 €. Et il m'a dit, oui, mais c'est les conditions, maintenant elles ont évolué, il va falloir le financer comme ça. Et je lui ai dit, non, en fait, je veux pas, c'est pas possible, on est des hommes, on se dit les choses, vous parlez de frais de dossier à 2 500 €, il passe à 5 000, vous parlez d'un taux à 5%, il passe à 10%, je fais comment? Il me dit, mais vous n'avez pas le choix, il faut réitérer dans 3 semaines, vous allez faire comment pour financer? Là, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, c'est quel mot que vous ne comprenez pas dans la phrase « je suis millionnaire ». Il avait mon livre encore sur son bureau, il m'a dit effectivement, quand on a l'indépendance financière, peut-être que tout est plus simple. Donc je pense que c'était un banquier jaloux, celui-ci, j'en sais rien. Mais je l'ai jamais revu. Wow. Parce que du coup, tu as pris la décision de financer en fonds propres et tu l'as dit devant lui en fait. Exactement. Bon, quand je suis sorti de la banque, j'ai appelé mon associé, je lui ai dit écoute, il va falloir remettre un peu plus dans le dossier, je suis désolé, mais il fallait que je lave l'honneur là, c'était pas possible. Et il m'a dit t'as bien fait, il n'y a pas de problème, c'est la fierté. Et en fait, tu vois, l'opération était toute ficelée. Donc effectivement, on a mis beaucoup plus d'apports que prévu. Sur ce projet-là, on devait mettre 70 000 € chacun, on devait poser 140 000 et finalement on a financé 300 000 €. Donc effectivement, il fallait un peu de trésorerie. Entre le moment où on a apporté dans l'entreprise et le moment où j'ai tout récupéré, il s'est passé 9 mois. C'est comme ça forge, tu vois. Puis je suis jamais à ouvrir trop ma gueule ou à mettre trop en avant. Il y a des fois où ça mérite, quoi. Il faut distribuer les fessées de temps en temps. Donc là, du coup, tu nous as parlé effectivement de la partie bancaire. Et maintenant, au niveau des travaux, comment ça se passe? Tu fais les travaux avant d'avoir acheté? Non. Tu fais les travaux quand tu es propriétaire. Par contre, si tu signes le mardi, le mercredi matin, tu attaques tes travaux. Tu prépares tout avant ta team d'entrepreneurs, ta Dream Team, pour que tout soit calibré. C'est comme une partition de musique, en fait, tu vois, où chacun connaît son rôle. Et ben, toi, tu es le chef d'orchestre et tu t'organises pour que tout le monde commence à jouer au bon moment, tu vois. Donc, toi, tu organises ton rendez-vous chez le notaire, tu t'assures que tu aies ton financement juste avant avec ton banquier, et le lendemain où tu as acheté, tu démarres tes travaux. Donc là, tu vois, pour l'exemple qu'on a pris d'une maison avec un terrain, peut-être que tu vas devoir créer un nouvel accès. Donc il y avait une haie, tu vas la démonter, tu vas l'arracher. Tu peux vendre le lot viabilisé ou non viabilisé. C'est toi qui choisis, mais par contre, tu auras peut-être des réseaux à dévoyer. Mettons que les réseaux qui alimentent la maison soient pile là où va être construite la nouvelle maison. Bon, là, il va falloir déplacer ces réseaux. Donc là, ton entrepreneur va intervenir avec sa pelleteuse, il va creuser et il va déplacer les réseaux de la maison. Donc ça, tu le fais le lendemain de l'achat. C'est compliqué de faire aujourd'hui une voirie? Si par exemple j'ai envie de créer une route? Non, c'est pas compliqué. Tu peux en faire une dans ton jardin si tu veux. Si ça passe, il n'y a rien de compliqué. Encore une fois, il faut être bien entouré. En général, il y a des sociétés qui sont des institutions, elles sont là depuis des années et des années. Donc il suffit d'aller rencontrer les dirigeants, tu vas visiter des chantiers, tu vois ce qu'ils font et ça te donnera une idée de la qualité de leurs travaux. Mais comme tu le ferais avec un plaquiste, un peintre pour un appartement, finalement c'est la même chose. Quand tu vas faire un vrai lotissement, ce que j'appelle un vrai lotissement, c'est-à-dire que tu vas faire une création de voirie, tu vas créer une nouvelle route pour desservir tes parcelles. Imagine-toi un grand terrain rectangulaire comme un terrain de foot. Et tu vas de la cage au rond central et tu fais une voirie, puis tu fais des lots tout autour. Là, tu vas avoir besoin d'un permis d'aménager. C'est pas une déclaration préalable, c'est une autre autorisation administrative pour revendre les lots. Donc là, c'est un dossier qui est un peu plus chiadé à constituer, mais pareil, tu le fais pas tout seul, hein. Tu fais ça vraiment main dans la main avec ton notaire. Toi, tu vas avoir ta vision commerciale des choses, de te dire si mon terrain est en pente, le lot du haut, il y a une très belle vue, voilà où on pourrait mettre les maisons, voilà comment moi je vois la découpe.
Tu lui fais un croquis à main levée, hein, avec ta règle et ton stylo sur un plan cadastral. Et après, c'est lui qui va vraiment dessiner ça correctement et dimensionner cette voirie. Ensuite, tu fais des études de sol. Donc là, c'est une entreprise qui vient avec un tractopelle. Il va creuser, il va voir quelle est la nature du sol. Si c'est plutôt de la terre, c'est plutôt de l'argile, si c'est plutôt rocheux, sableux. Et en fonction de ça, il te fait une étude pour dimensionner ta voirie. Quelle épaisseur de cailloux on va mettre, et ainsi de suite. Et ça, tu le donnes à l'entreprise de travaux publics, et elle, ça lui donne les éléments pour dimensionner et respecter toutes les prescriptions du bureau qui t'a fait l'étude géotechnologique. Et ça met combien de temps à peu près? C'est pendant tes études, ça. C'est des frais que tu vas avancer avant d'avoir acheté, pour le coup. Donc au moment où tu signes ton compromis, tu demandes l'autorisation aux gens de venir faire des trous dans le terrain. Donc tu fais ta voirie, tu fais les constructions. Est-ce qu'il y a d'autres constructions à faire? Alors tu peux avoir aussi un autre type d'études, c'est les études hydrogéologiques, puisqu'aujourd'hui la gestion de l'eau, c'est un vrai problème. Tu te rends compte, imagine-toi quand tu avais un pré, on va reprendre l'exemple de notre terrain de foot, mais tu as 1 hectare d'herbe. Bon ben quand il pleut, l'eau s'infiltre dans le sol et elle retourne dans les nappes phréatiques. Là quand tu fais une voirie, plus 10 maisons avec des toitures et des gens qui vont faire leur garage, leurs entrées en enrobé, ben, tu vas imperméabiliser ce terrain-là. Et l'eau, ben, il faut qu'elle trouve son chemin pour retourner dans le sol. Il faut qu'en cas d'orage, s'il pleut énormément, on puisse collecter cette eau pour éviter que tout le monde se retrouve inondé. Donc elle va être collectée dans des grilles d'égout. Et là, on fait des gros bassins pour la collecter, avec une petite bonde de fond en bas où elle va retourner dans le réseau avec un débit très limité. Donc ça, c'est très très important aujourd'hui et c'est très surveillé, très réglementé. Et ça, bien sûr, tu retrouves tout ça dans le PLU, tu l'inventes pas. Hein. Mais donc, tu as toutes ces choses-là à respecter. Puis après, pareil, ça fait un dossier que tu donnes à l'entreprise de travaux et elle connaît la dimension du bassin qu'elle va devoir faire dans la route. Et nous sommes arrivés à cette phase donc, de revente du terrain. Où ça en est au niveau des impôts? Alors, c'est des opérations que tu fais exclusivement en société. Hein. Donc, tu vas payer ta TVA sur marge. Donc, chaque fois que tu revends un terrain, tu as de la TVA qui est calculée sur la marge que tu as fait. Et après, tu payes ton IS, ton impôt sur les sociétés en fin d'année, sur le bénéfice qui te reste. Bienvenue sur le chantier, c'est une opération de lotissement de 7 lots. Aujourd'hui, tous les lots sont vendus. Il y a un lot qui a été vendu à la mairie, il y a 4 lots qui ont été vendus à des particuliers et il y a 2 lots qu'on s'est rachetés à nous-mêmes en fait avec notre société foncière où on a fait un petit immeuble de 3 logements et une maison d'habitation. Donc là, on est sur la voirie de l'opération de lotissement. Sur la gauche, tu as 4 lots. Donc tu vois, tu as ce premier lot, là il y avait un garage. Bon là on a 3 lots à la suite qui ont été vendus à des particuliers qui ont fait leur maison. Et nous, tu vois, on a acheté ce lot qui est là, où on a fait donc un immeuble de 3 logements. Il y a 2 appartements T3, il y a le premier qui est là, le deuxième à côté. Ils sont parfaitement identiques. Puis là-bas, tout au bout, on a un T2 de plein pied, comme on l'a construit en limite. On n'a pas le droit de monter à plus de 6 mètres de hauteur, enfin en tout cas à plus de 3,50 m de hauteur. Et on s'est limité à un T2, donc il y a une seule chambre. Et il y a une belle pièce de vie aussi, avec pareil l'extérieur. Et puis on a une vue sur les montagnes qui est quand même assez sympathique. Donc ça, c'est destiné à la location à des particuliers. Voilà, là on a une maison qui est en construction ici. C'est une maison de 105 mètres carrés avec un étage. Et pareil, une maison qu'on va garder en patrimoine. Et après, tu as encore un lot qui est là-bas derrière. On a pas mal de réseaux qui passent sur cette parcelle. On a tout l'assainissement et on a un bassin de rétention. Donc c'est une parcelle qui était grévée de beaucoup de servitudes. Donc on a préféré vraiment faire cette opération nous. Et en fait au sol, on le voit, on a les eaux usées, les eaux pluviales qui sont ici, donc qui collectent toutes les eaux de la route dans cette grille. Et ensuite ça file au point bas du terrain. Donc ça va filer tout le long de la maison. Et là on le voit. Au bout du terrain, là-bas, on a encore deux plaques d'égout. Et ensuite, ça repart à droite le long de la maison. Ce qui fait que vraiment, cet espace-là, on ne peut pas construire dessus parce qu'il y a des réseaux dessous. Et on ne peut pas construire non plus dans le jardin. Donc voilà, il fallait pouvoir placer la maison vraiment intelligemment et exploiter le terrain au maximum. Donc pour l'instant, la voirie, elle n'est pas terminée. Le temps que toutes les maisons se construisent, tu vois, on est encore avec des Manitou. Sinon, tu défonces tout. Et une fois que toutes les maisons seront terminées, là, on viendra finir les couches de revêtement définitives. Puis là, en plus, on est au cœur d'un village, un petit peu de caractère. On a l'église qui est là-bas. Donc toute la voirie est en pavé de ce lotissement. D'accord. Donc une fois que ça sera fini, je pense que ça sera vraiment sympa. Et donc sur ce terrain, on est sur une surface de combien de mètres carrés? Donc on avait 3500 mètres carrés sur ce terrain. Et on en a fait entre 400 et 500 mètres carrés. On a réussi à en faire 7. Ça fait une voirie de 400 mètres carrés à peu près. Si jamais tu devais nous donner un mot pour donner la différence entre le Anthony d'aujourd'hui et le Anthony de 2018 avant qu'il revende ses parts, ce serait quoi ce mot?
que tu pourrais dire en différence? Libre. Libre. C'est ce qui me caractérise le plus aujourd'hui. Et c'est ce que je dis au début de mon podcast, une vie de liberté. J'apprends à être libre dans les poches, mais il faut surtout être libre dans la tête. Quand je travaillais à Lyon, j'ai rencontré des tas de personnes, de promoteurs, des gens qui sont immensément riches, qui ont des fortunes de plusieurs dizaines de millions d'euros, et des gens qui n'étaient pas libres, des gens qui étaient malheureux, qui étaient prisonniers d'un boulot, à toujours vouloir gagner plus, toujours accumuler plus, mais sans jamais en profiter. Aujourd'hui, moi je dis toujours que maintenant je paye en temps, je ne paye plus en argent, j'ai plus le sentiment de payer en argent. Quand on me propose un projet, bien sûr que je vais regarder ce qui va me rapporter, mais je regarde surtout ce qui va me coûter en temps. Et si c'est un projet qui va me rapporter peut-être 10 000 euros par mois, mais qui va me demander 3 jours par semaine, c'est impossible aujourd'hui. Je ne peux plus m'engager là-dedans. J'ai 41 ans à la fin de l'année. J'ai tellement de choses qui me passionnent et que dans ma vie, je ne pourrais pas tout faire. Donc je suis obligé de choisir. Pour conclure cette interview, j'aimerais que tu nous parles de la dernière facette que tu as, à savoir ton côté auteur. Mon premier livre que j'ai écrit s'appelle Riche de liberté. C'est un livre qui est sous-titré « Comment réaliser une division foncière de A à Z pour atteindre l'indépendance financière ». Et en fait, quand le banquier nous a mis un stop, la première année, après nos 3 premiers projets, on tournait aussi un peu en rond. Donc j'ai créé mon podcast et j'ai dit à mon associé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'occuper. Et on s'est dit, on n'a qu'à écrire un livre sur la division foncière. Et donc on a écrit ce bouquin qui explique, c'est très technique, c'est un ouvrage qui est très technique, qui explique un petit peu ce dont on a parlé ensemble, mais de façon beaucoup plus détaillée, comment réaliser une opération de division foncière vraiment de A à Z. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À l'occasion de cette édition qui était très technique, on a décidé de vous rédiger un guide de la division foncière. Celui-ci est disponible sur notre site internet espritentrepreneur.fr. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like ou un commentaire. On lit tous vos retours et on essaye de les appliquer lorsque c'est pertinent. Sur ce, on vous dit à bientôt et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.